Bienvenue sur Good Morning Travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Cyril Dupuis. Bonjour Cyril. Bonjour Eric. Cyril, vous êtes un enfant du Sud, vous êtes né à Montpellier, aujourd'hui vous êtes installé à Castelnau-le-Lez. Dès l'adolescence, vous levez les yeux vers les étoiles, animé par une passion précoce pour l'astronomie. À 15 ans, vous rénovez l'observatoire de la MJC de Castelnau-le-Lez, déjà soutenu par la région. Ce goût de l'exploration et de la transmission ne vous a jamais quitté. Après des études dans l'optique et le spatial, vous fondez en 2016 Vaonis, une entreprise visionnaire qui révolutionne l'observation du ciel. Votre ambition ? Rendre l'astronomie accessible à tous grâce à des télescopes innovants, simples d'utilisation, conçus et assemblés localement, notamment par des personnes en situation de handicap. Vaonis, c'est aujourd'hui 25 salariés, une filiale aux États-Unis, plus de 40 000 télescopes vendus dans 40 pays et une philosophie, rapprocher l'humanité de l'univers pour que l'émerveillement devienne le premier pas vers la connaissance. Cyril, ma première question, est-ce que vous pouvez nous raconter comment votre passion pour l'astronomie est née et comment elle a été soutenue localement dès votre adolescence ? Oui, avec plaisir. En fait, on est un pays d'astronomie. Il y a énormément de choses en lien avec l'astronomie dans l'histoire de France. Et quand j'avais 15 ans, j'ai eu la chance de faire la visite de l'observatoire de Nice, l'observatoire Garnier, où ma grand-mère m'avait amené. Et c'est un observatoire absolument sublime qui avait été conçu et fabriqué par Eiffel avec une immense coupole en bois qui est sur flotteur et qui se tourne à une seule main. Enfin, mécaniquement, je trouvais ça absolument sublime. Et je suis rentré dans l'astronomie avec une passion d'abord pour les instruments avant de m'intéresser au domaine en tant que tel. Donc c'est comme ça qu'est née cette passion pour l'astronomie et que j'ai continué à cultiver par la suite. Et localement, on vous a aidé parce que vous êtes le mairie de Castelnau, on vous a dit oui, vas-y, tiens, voici un pot de peinture, débrouille-toi. Je caricature, mais c'est... C'est un peu ça, oui. Quand j'ai visité cet observatoire, la semaine d'après, j'étais à nouveau au collège de ma ville, à Castelnau-le-Lez, et il y a la MJC de Castelnau juste à côté du collège, et je voyais une coupole astronomique sur le toit, et je voyais qu'elle était à l'abandon, et je me dis, je commence à m'intéresser au domaine, là je vois qu'il y a une coupole abandonnée, c'est quand même dommage, quoi. Donc j'ai été voir à la MJC, j'ai pu discuter avec la directrice à l'âge de 15-16 ans, et je lui ai demandé est-ce que je peux rénover la coupole et ouvrir un club astronomique, etc. Et donc déjà à 15 ans, j'ai commencé à remplir des demandes de financement à la région. À l'époque, j'avais obtenu 300 €. J'étais riche, évidemment, à cet âge-là. On a l'impression d'être richissime avec 300 € et j'avais pu acheter des pots de peinture, une scie, du matériel de bricolage pour rénover l'observatoire et réouvrir les portes du club. Cette passion ne vous a pas quitté depuis l'âge de 15 ans. Vous créez Vaonis en 2016. Vaonis, c'est quoi ? Vaonis, c'est le constat, une sorte de déception en fait, que les fabricants traditionnels de télescopes, que certains connaissent peut-être, Célestron est assez connu par exemple, que ces fabricants-là, ils étaient bien contents de garder des produits qui avaient le même fonctionnement depuis les années 70. Et donc on est en 2013-2014, je commence à voir les GoPro qui sortent, les premiers drones, les premières imprimantes 3D, en gros toutes les nouvelles technologies liées à la miniaturisation de l'électronique. Et quand je vois les télescopes, je vois toujours le truc des années 70, lourd, encombrant, compliqué, qui plante, etc. Je me dis, c'est pas possible que les fabricants ne se bougent pas un petit peu et mettent pas un peu de nouvelles technologies dans ce domaine, qui est déjà un domaine difficile à appréhender pour le grand public. L'astronomie, ça paraît difficile. Donc si en plus les instruments sont durs à utiliser, c'est quand même pas normal. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, bon, si les fabricants le font pas, moi j'ai 23-24 ans, j'ai rien à perdre, je vais le fabriquer moi-même. Au début c'était pour moi, et puis mes amis m'ont dit en fait si tu le fais ça m'intéresse d'en avoir un, puis un deuxième, un troisième, un quatrième. Et je me suis dit il y a peut-être quelque chose à faire, et encore une fois Montpellier a joué son rôle dans l'aventure avec l'incubateur que j'ai été voir et qui m'ont aidé à oser démarrer cette aventure de simplification de l'astronomie. Ça a pris combien de temps avant d'avoir une ampleur commerciale et d'être présent notamment aux États-Unis ? 3 ans. 3 ans de R&D. En fait, assez rapidement, on a recruté un directeur technique parce que moi, mon idée, c'est simple. C'était au lieu d'avoir plein d'instruments sur un télescope traditionnel, on a le trépied, la monture, le tube, le chercheur, le porte-oculaire, voilà, une grande liste de choses à assembler ensemble. Et donc, moi, l'idée, c'était que tout était en un seul instrument, que c'était une sorte d'hybride avec un appareil photo. On embarquait un capteur à l'intérieur pour faire des images du ciel, parce que les capteurs sont beaucoup plus sensibles que notre œil. Et donc, toutes ces différentes composantes, assez rapidement, il y a un directeur technique qui est arrivé, et au début à 2 personnes, puis assez rapidement, avec des prestataires externes, 3, 4, 5, 10 personnes. On a mis 3 ans à peu près pour sortir notre premier produit à New York en 2018, mai 2018. Et alors aujourd'hui, vous êtes un acteur majeur
Ça dépend de quoi on parle. Si on parle dans le marché de manière générale en astronomie, on est un tout petit marché. Donc on est rapidement devenu un acteur majeur au sens que on représente largement plusieurs pourcents du chiffre d'affaires global mondial de l'astronomie. Et on est dans le top 10 des vendeurs, des marques les plus renommées dans le domaine de l'astronomie, plutôt que renommées, je dirais visibles ces dernières années. Il y a des acteurs historiques qui ont plus de 100 ans d'existence au Japon, etc. Donc là, on a du temps et on est humble par rapport à eux, bien sûr, en termes de qualité optique. Mais on est l'acteur en termes de visibilité, de technologie, d'innovation, etc. Pour moi, Vaoni, c'est le leader mondial de l'innovation dans le domaine de l'astronomie, parce qu'on sort des nouveautés hardware, donc mécaniques, on va dire, produits, et des nouveautés logicielles. Tous les mois, on sort des mises à jour qui améliorent les instruments. Donc aujourd'hui, Vaonis est connu par tous les astronomes amateurs du monde, à peu de choses près, comme l'acteur qui vient donner un peu un coup de pied dans la fourmilière de l'astronomie. Vous dites ça comme si c'était naturel. Est-ce que c'est parce que vous regardez l'infini que vous êtes toujours humble ? Honnêtement, c'est parce qu'on est sur un petit marché, surtout. Après, je suis de nature plutôt humble, je pense qu'on se dit tous ça. Donc, mais en tout cas, c'est qu'on est dans un tout petit marché. Donc, je suis réaliste par rapport à d'autres amis entrepreneurs qui ont des licornes, des marchés en milliards, etc. C'est plus facile d'être le premier d'un petit gâteau ou d'un petit marché. Voilà, on n'est pas sur le marché de la téléphonie ou de l'automobile ou dans des domaines médicaux extrêmement complexes et risqués. Voilà, dans notre petit marché, on a effectivement pu avoir assez vite de la visibilité et je suis fier de ce que l'équipe a fait, bien sûr, mais ça reste un petit domaine, passionnant mais petit en nombre de personnes. Vous êtes toujours dans l'innovation et notamment sur des solutions technologiques et sur des logiciels qui permettent de mieux voir avec un œil différent ? Exactement, en fait, c'est là tout le pari. Et honnêtement, les multiples levées de fonds qu'on a pu faire dans l'histoire de l'entreprise, ça a toujours été ça ma promesse à ceux qui rentraient et qui me faisaient confiance et qui rentraient au capital de l'entreprise. C'était, nous, on va faire exploser le marché de l'astronomie parce que c'est compliqué, les gens ne se lancent pas dans l'astronomie, ça fait peur. Nous, on vient avec un matériel très simple à utiliser. Je vais expliquer en quelques secondes l'aspect technologique que vous évoquez. Et donc, cette promesse de faire grandir le marché, et donc, voilà, comme on l'a connu pour les drones, en fait. Les drones, c'était un truc, il y a 15 ans, il n'y avait que dans les clubs d'aéromodélisme qu'on faisait ça. Maintenant, combien de personnes sur Terre ont un drone dans le sac à dos ? Ça se compte en millions. Moi, c'était vraiment le pari. C'est l'astronomie est un sujet qui intéresse tout le monde. On simplifie l'accès, donc on va faire grandir le marché, et c'est effectivement ce qu'on constate. Et après, au niveau des technologies, nous, vraiment, notre cœur de métier, c'est de plus en plus la partie logicielle et traitement d'image. En fait, faire un capteur, on ne le fabrique pas nous-mêmes, c'est des capteurs Sony qui sont experts en basse lumière. On a des optiques qu'on conçoit nous-mêmes, qu'on fait fabriquer, etc., mais on ne révolutionne pas tant cette partie-là. Nous, la révolution, elle est vraiment sur l'expérience utilisateur et donc le logiciel. Donc la moitié de l'effectif, c'est des gens qui sont dans la recherche, dans la R&D. Et on a quasiment que des développeurs qui travaillent sur l'expérience utilisateur, l'application mobile, le traitement d'image, le logiciel embarqué, pour faire en sorte que l'instrument soit le plus performant possible. Et pour vous donner une idée de nos problématiques au quotidien, c'est comment on fait pour avoir le plus vite possible une belle image, parce que tous on est impatients, on a envie de vite observer des belles choses, de détails dans les galaxies. Et donc c'est comment on fait pour ressortir le plus vite possible les détails qu'on peut voir dans une galaxie. Ce sont des traducteurs en fait. Dans quel sens ? Dans le sens où on est toujours dans l'immédiateté, ils font une traduction avec leur logiciel pour que l'œil soit émerveillé. Ouais, il y a de ça, parce qu'en fait, les capteurs d'appareils photo sont dingues. On le voit tous, nos téléphones portables. Maintenant, en soirée, on peut faire une photo, elle est à peu près nette. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 10 ans, c'était la catastrophe. Ouais, c'était flou, on voyait rien. Voilà. Il y a eu beaucoup d'améliorations logicielles là-dessus. Et en fait, nous, nos docteurs en traitement d'image, nos ingénieurs, ils se posent toujours la question de... Le signal, il est là. Sur le pixel, en général, le signal, aujourd'hui, il est là parce que les capteurs sont très sensibles. Comment je fais pour que l'utilisateur puisse le voir avec une image de qualité qui n'est pas trop pixelisée, etc. Donc c'est vraiment, effectivement, traduire ce petit photon qui vient d'une galaxie située à des millions d'années-lumière, qui a voyagé donc pendant des millions d'années, qui vient s'écraser sur le capteur. Comment faire en sorte de magnifier cette photographie-là pour l'utilisateur et après lui amener de la connaissance. C'est bien quand on est passionné, ça, on embarque. Vous avez choisi de fabriquer localement. Quel sens vous donnez à l'inclusion des personnes en situation de handicap dans votre processus de production ? En toute transparence, au début, alors ça a toujours été évident qu'on voulait faire en local, mais on n'avait pas ce sujet de personnes en situation de handicap. Nous, on avait une problématique purement industrielle avec la directrice de production, ça date, c'était en 2017. On a fait tout simplement la tournée de tous les assembleurs potentiels dans la région. On en a rencontré plein. Et si on travaille avec APF 34, donc, et en l'occurrence leur entreprise adaptée qui est à Montpellier, c'est même pas principalement, c'est pour leurs compétences. C'est vraiment ce qu'on a trouvé, une organisation chez eux, des outils industriels,
une organisation, des formations en interne, etc., qui font qu'on a travaillé avec eux avant tout pour leurs compétences. Et ça me paraît important, déjà pour pas se donner une volonté initiale qu'on n'a pas eue. On est fiers, on est ravis que ces gens-là puissent avoir un emploi, mais c'est surtout pour leurs compétences, et c'est aussi important pour valoriser ça chez eux. C'est-à-dire avant de parler de leur handicap, qu'on parle de leurs compétences, et vraiment, c'est ce qu'on a trouvé avec APF 34. Et on travaille toujours avec eux parce qu'on a réussi, on a passé des épreuves difficiles, parce que d'un produit industriel qui intègre de l'optique, de la mécanique de précision, de l'électronique, tout un tas de composantes quand même complexes. Évidemment, on a eu des moments difficiles, mais justement, c'est un vrai partenaire parce qu'on travaille toujours ensemble malgré toutes les épreuves qu'on a pu traverser. Donc le Made in France, c'était pour la qualité, c'était pour nous-mêmes être en maîtrise de ce qu'on fait, pas juste envoyer en Asie en production et on ne sait pas ce qui se passe, mais cette notion de compréhension de ce qu'on fait, de progresser avec notre partenaire. Et aujourd'hui, on est ravis de voir que les chaînes de production tournent bien et que c'est plusieurs dizaines de personnes dans cette entreprise qui travaillent tous les jours pour émerveiller la terre entière. C'est donc possible de créer en France et de fabriquer en France. Quand on a préparé cette interview, on m'a dit il faut me parler de l'éclipse totale de soleil d'août 2026 en Espagne. Absolument. Je l'ai bien fait ? J'allais complètement oublier, donc c'est parfait. Oui, ça, il faut aller la voir. 12 août 2026, elle est indispensable, cette éclipse, à aller voir, parce qu'en fait, c'est la dernière avant plusieurs dizaines d'années en Europe. Je serais mort, je pense, à peu près comme la plupart de la population française. Ça, c'est la partie triste. La partie positive, c'est qu'on a 1 an pour se préparer pour aller voir cette éclipse-là. Donc ceux qui n'ont pas encore vu d'éclipse, c'est la dernière occasion d'aller la voir. Une éclipse en Europe. Les prochaines, sinon, ça sera dans d'autres régions du monde. Et donc, elle passe en gros du nord-ouest de l'Espagne un petit peu au sud de Barcelone, en gros plutôt sud-est. Et c'est une éclipse totale qui va être magnifique, qui va durer 1 minute 30 à peu près. À Montpellier, elle sera autour des 80-90%, donc ça sera aussi assez impressionnant à voir. Mais vraiment, le mieux, c'est d'y aller. Et une éclipse à 99% n'a rien à voir avec une éclipse où la Lune cache le Soleil à 100%. À 100%, il fait nuit, on voit les étoiles alors qu'il fait jour. Il y a une baisse de température immédiate, on commence à sentir le vent se lever parce qu'il y a des différences de température qui font que le vent peut se lever. Les oiseaux et les animaux qui arrêtent de faire du bruit. Il se passe vraiment quelque chose dans votre corps d'impressionnant pour en avoir vu plusieurs. Et tous les gens autour de moi ont constaté la même chose. C'est un truc, le corps humain n'est pas prêt, quoi. Et donc, j'invite vraiment les gens à aller la voir parce qu'en plus, c'est l'Espagne, c'est l'été, c'est sympa, il y a un cadre sympathique quand même là-bas. Donc, oui, ça vaut le coup. Puis nous, les Montpelliérains, on est quand même très proches de l'Espagne. Donc, ne pas y aller pour voir cette éclipse, ça serait quand même dommage. Quel rapprochement on peut faire entre l'observation du ciel et des étoiles et de l'univers et la vision d'un entrepreneur? C'est quoi les parallèles qu'on pourrait faire? Bonne question. Là, ce qui me vient, c'est la notion de patience, en fait. On est dans un monde où les entrepreneurs, mais de manière générale, tout le monde, tout va plus vite, faut tout faire plus vite. Puis maintenant, avec l'IA, ChatGPT, etc., ça va encore plus vite. On gagne tous en productivité tout le temps, etc. La réalité, c'est que prendre du temps, des fois, il n'y a rien d'autre qui peut être fait qu'attendre, que ce soit son tour, soit d'avoir de la chance, ou d'attendre que des partenariats qu'on aimerait bien développer se fassent parce que c'est pas le bon moment et ça se fera plus tard et c'est pas grave. Et ça, l'astronomie, on dit souvent que c'est l'école de la patience, parce que ne serait-ce que quand on sort dehors pour observer les étoiles, il faut 15-20 minutes avant que notre œil, notre pupille se dilate et voit vraiment bien la lumière de nuit et toutes les étoiles. Déjà, pour commencer à observer le ciel, il faut patienter un petit peu. Donc c'est pour ça qu'on parle d'école de la patience. Et l'entrepreneuriat, je pense que c'est un peu ça. C'est l'école de la patience, de la résilience qui va avec. Comment je fais quand ça va pas, etc. On serre les dents, on attend, on trouve des solutions, etc. Donc je mettrai la patience comme point commun. C'est quoi l'avenir de Vaonis ? Alors on a des roadmaps R&D, comme on pourrait dire ça. En gros, des projections de fonctionnalités, etc. pour des dizaines d'années. Je fatigue mes équipes à chaque fois. J'ai la casquette direction de l'innovation maintenant, donc on a des idées pour des dizaines et des dizaines d'années. Le futur de Vaonis, c'est continuer à simplifier au maximum l'expérience d'observation du ciel. C'est ça vraiment la raison pour laquelle on se lève le matin, parce que à chaque fois que je parle d'astronomie, les gens trouvent ça intéressant. Pas parce que c'est moi, évidemment, mais parce que le sujet intéresse tout le monde. Et moi, je ne suis pas astronome, on écoute des Étienne Klein, André Breuil, tout un tas de personnes fascinantes dont c'est le métier, on peut les écouter pendant des heures, ça touche beaucoup la population. Et donc, moi, ma quête et la quête avec Vaonis, ça sera toujours la même. Tout le monde a des étoiles dans les yeux quand on parle d'astronomie, c'est le cas de le dire. Je veux continuer à créer des instruments qui donnent envie aux gens d'observer l'univers et que toutes les semaines, ils se disent « Ah, il fait beau ce soir, allez, je vais observer le ciel ». Si on arrive à faire ça, Vaonis aura de belles années devant elle. Du coup, ça élargit le marché parce que comme vous donnez accès à la meilleure compréhension, meilleure vision de l'univers, vous développez un marché. C'est exactement le but.
Nos premiers clients sont les astronomes amateurs traditionnels parce que c'est forcément les premiers à avoir entendu parler de nos produits, donc les premiers à avoir au début émis des doutes, comme en photographie argentique, quand le numérique est arrivé, les photographes professionnels disaient mais non, ça marchera jamais. Assez rapidement, on a vu que la photo numérique avait tout envahi. Pour de bonnes raisons. Et là, nous, c'était un peu la même chose. Il y avait beaucoup de réticence au début. Les astronomes amateurs ont compris l'intérêt. Maintenant, on touche beaucoup de monde. Et là, on est en train, petit à petit, de développer des gens auprès de personnes qui ne faisaient pas d'astronomie et qui se mettent à en faire. Après, on reste des produits. Notre gamme commence autour des 300 € avec Estia. Le reste de notre gamme est plutôt autour des 1600 voire 2800 € pour le plus haut de gamme. Donc, ça reste pour des personnes qui ont un certain budget à attribuer à leur passion. Mais déjà, typiquement avec Estia, on est en plein dans la promesse, c'est-à-dire toucher le public le plus large possible et leur permettre de se rapprocher du ciel. Super, merci Cyril. Moi, il y a quelque chose qui m'inspire quand je vous écoute. Je me dis, tiens, dans le monde occidental, l'Occident oxydé, enfants, parents, grands-parents, arrêtez de regarder votre nombril. Et grâce à Vaonis, vous pouvez regarder l'univers. Belle route à vous, Cyril. Merci encore. Merci Eric.